Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Émerdre, votre podcast vivant consacré au spectacle du même genre. Aujourd'hui, nous sommes à Paris et plus précisément au théâtre de la Reine Blanche, où nous avons rencontré Michael Delis pour parler avec lui du premier sexe, entre autres choses. Michael Delis, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la Reine Blanche pour parler ensemble de votre spectacle Le premier sexe ou la grosse arnaque de la virilité, entre autres choses. Puisque finalement, ce seul en scène fait partie d'une trilogie, ou en tout cas va faire partie d'une trilogie. Mais lorsque vous vous êtes engagé dans cette création, vous n'imaginiez pas en arriver là, aujourd'hui, j'imagine. Pas du tout. Et est-ce que vous pouvez donc nous expliquer la genèse de ce premier sexe ? Eh ben, ce premier sexe, il est né d'une invitation de la loge à l'époque, qui est maintenant tête de la Flèche dans le 11e. C'était dirigé par Lucas Bonifay, Alice Vivier, que je salue parce que je les aime beaucoup. Et qui m'avait dit, c'était un peu avant qu'il fasse, en me disant tiens, une carte blanche d'une soirée, fais ce que tu veux. Je dis ah ouais, tiens, j'ai des envies sur le féminisme. J'avais une pièce en alexandrin, un monologue où je faisais parler un second rôle féminin, Phénis, la suivante de Bérénice. Dans le cadre d'une commande Tarata. Je suis très bavard, il faut me couper. Et quand je digresse. Et donc, du coup, je dis, bah super. Et là, on me dit, mais en fait, t'as 4 dates si tu veux. Je dis, ouais, bah attends, c'est pas pareil. 4 dates et une carte blanche d'une après-midi, c'est pas. Donc, du coup, je me dis, bah, on va quand même travailler un peu plus ça. Et donc, j'ai eu envie de travailler d'abord sur la condition de la femme. Et une copine metteuse en scène, à un moment où je lui parle de ce projet, me dit, mais bon, c'est sympa, mais c'était pas la première fois que je traitais ces sujets. Mais quand est-ce que tu t'occupes de ta bite et de tes couilles? Parce que, en fait, personne le fait, quoi. Donc, ça serait bien. Et nous, on sait très bien s'occuper de nous-mêmes, quoi. Et Rebecca Chaillon, du coup, je dis son nom beaucoup en ce moment, qui m'avait dit ça, que j'adore. Et je dis, bah ouais, c'est effectivement une bonne question. Et c'est vrai que tout ce que j'étais en train de lire, vraiment collé là-dedans, ce que dit Despentes dans Quiconque Théorie, ce que dit François Desritiers dans Masculin Singulier, je crois, et qui dit, voilà, en fait, quand est-ce que les hommes vont prendre en charge cette réflexion? Et il y avait très peu de matériaux là-dessus. Donc c'est parti de là. Il y a eu du coup une première forme qui était accompagnée par Elisa Erka, qui est une comédienne extra et une très bonne amie, qu'on avait mis en scène là-bas. Moi, je m'étais pété le pied, donc j'avais une sorte de grosse guibole en plastoc, donc c'était assez statique. J'avais des projections pour dire, là, normalement, j'avais prévu de danser, mais là, je peux pas le faire. Donc j'étais sur mon vieux sofa. Et l'accueil a été complètement dingue. Je dis, ah tiens, peut-être je tiens quelque chose, quoi. Et du coup, à partir de quand et pourquoi vous avez décidé d'en faire une trilogie ? Alors d'abord, entre-temps, il y a que j'ai déjà réécrit ce premier volet, que je suis venu créer à la Reine Blanche avec tous les reports qu'il y a eu. Et là, c'est vrai que là, quand j'ai vu ce format-là et que j'ai vu l'accueil et surtout le plaisir que j'avais à le faire, parce que c'est une pièce où je fais venir ma famille, des proches, des potes. Donc du coup, c'était l'impression de passer un moment et de partager ton intimité, mais de façon très généreuse et invitante. Et c'est vrai que cet accueil-là m'a éclaté. Et j'avais la frustration de me dire, mais en fait, il y a tellement de choses que je voulais dire encore, que j'ai dû squeezer, que je voudrais continuer d'analyser. Et puis, quand il y a eu les reports, je disais au directeur du théâtre ici, au programmateur, je disais, est-ce que les gens vont pas en avoir marre? Il y a des tonnes de trucs sur le genre, on n'en peut plus, la déconstruction, c'est un truc de Parisiens qui se touchent. Bon, et en fait, tu dis, je suis allé faire des ateliers à Nantes ou que sais-je sur le genre, et quand tu dis, mais tu vois que tout le boulot reste à faire. Enfin, j'entendais des horreurs, des trucs aussi passionnants, mais tu te dis, mais bon, en fait, on pourrait parler de ce sujet pendant encore 50 ans. Je pense qu'avant qu'il y ait un changement massif de mentalité. Donc, j'ai dit, bon, allez, on va creuser le trou. Et c'est vrai que, mais le point de départ, c'est que j'ai vraiment tellement, j'adore jouer ce spectacle. J'adore la rencontre que ça crée avec les spectateurs très divers, des élèves de la fac, des parents que je connais pas, des amis, des copains, des inconnus absolus. Et donc, je dis, allez, continue à kiffer le plaisir, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, le genre, première étape, vu que c'était à ça que s'attaquait le premier solo. Et après, je me dis, tiens, j'ai envie de zoomer. J'avais une commande de la part du Nouveau Gare au Théâtre. Yann Allégret et Diane, j'ai plus son nom de famille, mais pareil, un binôme super. Pour une soirée explicite sur le désir et l'érotisme au plateau. Et je me dis, tiens, j'hésitais pour la trilogie, j'avais une envie de faire des suites. Et là, j'ai dû aborder le désir, le sexe et le sexe masculin aussi. Et en fait, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier.
Et j'ai fait une forme un peu stand-up. J'ai dit, c'est quoi du stand-up un peu porno qui parlerait de cul? Et il y a eu un super accueil. J'ai dit, bon, allez, t'as un axe qui est intéressant. Et je lui dis, bon, ça, c'est peut-être too much. C'est peut-être trop interdit au moins de 18. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'interroger l'impératif de puissance lié au sexe biologique masculin. Je me dis, après le genre, je resserre la focale. Du coup, ça s'appelle la fête du slip ou le pipeau de la puissance. Et du coup, voilà, comment on va déjouer une nouvelle arnaque, un nouveau mensonge, qui est ce truc de la bandaison, de ce sexe puissant, fier, qui doit tout mitrailler, qui doit conquérir. Et donc voilà, ça, je me dis, deuxième volet. Je dis, maintenant, pense ta trilogie pour voir au long cours. Je dis, bah tiens, si je continue de resserrer la focale, après le pénis, il y a le contenu des testicules et il y a la semence, quoi. Et parce que j'ai commencé à faire pas mal de recherches, des trucs aberrants d'Aristote qui raconte par exemple que le sperme c'est une décoction du sang et que ça donne un truc super pour les mecs, et que les femmes, le lait c'est un peu du sperme raté. Tu te dis waouh, c'est chaud, alors que c'est quand même un des plus gros philosophes du monde, tu vois. Et tu te dis putain. Donc je dis bon, c'est bien, j'ai mon truc. Et comme il se trouve qu'en parallèle je fais aussi un parcours de don de sperme qui est venu interroger plein de trucs sur la transmission, la parentalité, je dis voilà, ça bouclera sur voilà, l'héritage, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on raconte, comment on fait aussi famille aujourd'hui un peu différemment. Donc voilà, et tout ça pour dézinguer, remodeler le masculin. Et en vous écoutant parler, on se rend compte qu'il y a du concret, du vécu et beaucoup de théories. Comment on peut combiner les deux ? Alors c'est vraiment c'est un axe hyper important pour moi, parce que je suis un ancien premier de la classe, passé par la prépa, donc je me sens pas légitime si j'ai pas lu, si j'ai pas vu des tonnes de trucs, si j'ai pas tout potassé. Et en même temps, une des toutes premières versions, il y a toujours ce syndrome du bon élève à vouloir dire regardez tout ce que j'ai lu, et ça c'est hyper intelligent, sauf que c'est chiantissime au plateau, que c'est même pas une conf, c'est juste indigeste, quoi. Donc tout le boulot, c'est dire comment je rends de la théorie brillante mais pas forcément accessible, à la fois excitante, parce que moi j'ai un plaisir de lecteur. Il y a un bouquin que je recommanderais au monde entier qui s'appelle Refuser d'être un homme de John Stoltenberg, qui est un truc, c'est Christine Delphi qui l'a fait publier en France. C'est extraordinaire, tout le monde devrait lire ça. Mais c'est vrai que tiens, si j'en fais un spectacle, c'est un peu chiant. Ça interroge le porno, la violence systémique, comment on a érotisé l'injustice. Bon, une fois qu'on a dit ça, tu te dis, oui, mais alors ça manque un peu de chair, quoi. Et donc, tout l'exercice, ça a été de dire, en réalité, voilà, je vais maintenant mettre cette théorie à l'aune de l'empirisme et de ma vie à moi pour faire des petits allers-retours. Et c'est là que le deuxième sexe de Beauvoir m'a vachement aidé. C'est que quand j'ai pris le glossaire, le sommaire du tome 2, et que j'ai vu qu'en fait, c'était enfance, adolescence, jeune femme, j'ai dit, mais en fait, c'est la chronologie d'une vie. Et donc, je vais prendre ce canevas-là. Et ça m'a permis aussi de me décomplexer sur le côté beaucoup plus pop, en me disant, voilà, en fait, j'ai quand même un socle théorique, mais l'idée, c'est avant tout d'inviter. Je trouve que c'est dans un endroit de partage de fou, de dire... moi, vraiment, en tant qu'auteur, metteur en scène, comédien, je montre 3 fois ma culotte, et si on m'aime pas, on me déteste. Mais si on m'aime vraiment bien, parce que, en tout cas, l'idée, c'est de dire, voilà, on se met au même niveau, on partage ensemble. Et donc, c'est vrai que c'est un truc important, et que la dimension de l'humour est aussi hyper importante pour moi, pour aussi rendre plus accessibles des réflexions qui peuvent paraître un peu arides ou abruptes, quoi. Et sur les photos que j'ai pu voir de Premier Sexe, en tout cas, un peu moins sur la fête du slip, le tome 2, c'est un plateau nu. Ouais. Est-ce que ça, c'est pour enlever le superflu d'une scénographie par rapport aux propos que vous tenez Il y a totalement ça. Il y a une réalité que moi, globalement, j'ai toujours fait ce genre de théâtre-là un peu pauvre, que je trouve que quand il y a un comédien, un propos, du rythme, de belles lumières et des musiques qui ont de la gueule, c'est déjà superbe. Et en plus, sur un truc qui, comme ça, implique autant d'intime, noyé dans une scéno énorme. Peut-être que si j'avais les ronds pour le tome 3, si j'ai des ronds de ma boule, il y a un truc que j'aimerais bien faire, par exemple, parce que comme c'est sur le nom de sperme, quand tu donnes ton sperme, on te file une sorte de coupette de martini en plastoc, toute dégueu, trop bizarre. Je dis, tiens, j'aimerais bien faire ça dans une coupette de martini géante, un peu comme dit Tabontis.
Donc je dis ça, si j'arrive à choper des prods, ça m'amuserait. Mais sinon, j'aime bien, moi, ce théâtre un peu pauvre et aussi un peu décroissant. Je trouve que c'est aussi une façon de réfléchir. La débauche d'accessoires, la débauche de fric, la débauche de... On est un domaine qui est quand même très énergivore. Donc il y a ce truc-là. Et si je suis tout à fait transparent, et il y a aussi un truc de logique économique. Quand tu es seul sur scène, ça coûte pas cher. C'est aussi pour ça que je suis venu aussi. Une des raisons pour lesquelles j'ai aussi testé le seul en scène, c'est que les spectacles à 8, c'est quasi impossible à vendre. Et que du coup, quand tu es tout seul et qu'en plus tout tient sur ton vélo, tu vas partout. donc c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'après, la logique de l'épure, j'aime bien l'idée que ça resserre, ça fait une sorte de close-up sur ce qui se joue, sur l'intention, et sur l'échange, quoi. Il n'y a pas de... Là, tu donnes vraiment ce qu'il y a. Il n'y a pas de béquilles, d'accessoires. Et il y a une petite évolution dans le tome 2 quand même. Ah oui, alors moi l'idée pour le coup, alors si t'as pas trouvé beaucoup d'images, c'est parce qu'effectivement celle que j'ai pour le moment, c'est issu de cette soirée explicite. Mais l'idée c'est parce qu'il n'est pas encore créé, je suis encore en fin d'écriture. L'idée c'est d'être sur le même principe, d'avoir un élément que je tords dans tous les sens. Là, pour le premier sexe, il y a un tabouret, un tissu blanc, et je me sers de ça pendant 1h15. Et il y a plein d'images qu'on a sous le coude et qu'on aurait voulu développer, mais à un moment, on peut pas faire catalogue. Et là, le prochain, je travaille avec des néons. Et une dizaine de néons, ça va être mes seuls éléments. Enfin, je dis ça, peut-être que d'ici là, mon metteur en scène va me dire basta. Mais j'aimerais bien être sur cette même logique. Et je sais pas quel sera mon support. Est-ce que c'est un cube noir, mais un truc très géographique, très géométrique. Et du coup, j'aime bien cette idée de détourner, épuiser un objet. Je trouve que ça me renvoie à un truc très ludique de l'enfance, quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec un seul bidule quand t'es seul dans ta piole et qu'à Noël, t'as pas été super gâté? Et ben tiens, tu te dis, je vais inventer à partir de rien. Et là, vous parliez de votre metteur en scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi créer un seul en scène n'est finalement pas un travail solitaire? Ah ouais, ça complètement. J'ai une petite formule qui devient maintenant, parce que je commence à la répéter, j'ai un peu honte. Je dis un seul en scène, c'est vraiment un 45 en coulisses, quoi. Moi, j'étais hyper entouré. La première metteuse en scène, c'était Elisa RK, dont je vous ai parlé, qui est une comédienne passée par Le Français, qui est géniale. Vladimir Perrin, qui a dirigé la compagnie avec moi pendant un moment, qui m'a accompagné. Il y a eu une de mes comédiennes, Elise Roth. Il y a eu Clément Ledisquet, qui est un super danseur. Mon frère m'a vachement aidé sur la toute dernière mise en scène, mise en forme. Et tous ces regards-là, d'une part, c'est des regards critiques qui vont dire en fait, quand ça se combine, qu'il y a un ennui qui revient au même endroit, qu'il y a un questionnement qui revient, tu te dis bon bah effectivement là, faut que j'interroge ça ou que je change. Et ensuite, c'est autant d'ouverture, de perspective. Donc j'adore. Et là déjà pour le prochain, je prévois un peu pareil. J'ai prévenu les metteurs en scène, je dis voilà, vous serez pas tout seul, mais on sera tout seul à deux, mais à un moment il y aura des collusions parce que ça m'enrichit et ça me rassure aussi. En travaillant l'interview, j'ai remarqué que la transmission était une chose importante pour vous. Est-ce que rire de sujets sérieux peut donner un monde meilleur? Oula, j'en suis convaincu. Et surtout, j'ai vraiment l'impression que c'est un des ressorts qui va rendre accessible et la théorie, et le militantisme, et détourner ce truc qui peut avoir l'air un peu aboyant, un peu colère. La colère, c'est pas le bon point de départ. Enfin, pour la prise de parole, ça marche pas, je pense. Je pense que c'est un super moteur pour écrire, l'indignation, mais quelqu'un en plateau qui te gueule dessus et qui t'engueule, et en fait tu ressors, toi, moi je l'ai vécu en tant que spectateur, où tu te dis mais j'ai l'impression d'être une grosse merde et de rien comprendre et d'avoir fait faux sur toute ma life. En fait on se sent tellement pas bien, alors que je trouve que par le rire effectivement on arrive à débloquer et aussi à créer un état en fait de détente qui fait qu'on est plus réceptif, je pense aussi en tant que spectateur. Et après c'est vrai que moi je suis prof depuis très longtemps de plein de trucs de théâtre à la fac, avec des grosses institutions, à la MAC, au TQI, là à la Flèche, enfin à la Guilde. Et c'est un truc que j'adore parce que j'ai commencé avec des personnes en situation de handicap, avec des gros handicaps. Et ça m'a tellement appris. C'est-à-dire que quand tu bosses avec une trisomique qui a un retard aussi cérébral et que tu es en train de dire un texte et qu'elle répond à côté, tu peux pas faire comme si elle avait compris et tu dois t'adapter à ce présent brûlant de l'incompréhension et de toi t'adapter et qui crée des accidents sublimes. Et ça, c'était
c'était vraiment précieux. Et c'est vrai que je trouve que l'enseignement, ça te met un endroit d'humilité absolue, où tu es toujours en train d'interroger ta pratique et de la tester aussi. Et effectivement, en plus, dans celui que tu as vu et dans la trilogie, il va revenir après, il y a un personnage de professeur qui fait un grand cours, mais qui est un peu barjot. Parce qu'en fait, moi, j'aurais pas fait de théâtre, j'aurais été prof en fac d'anglais et j'aurais eu une petite agrègue pour enseigner la littérature, parce que c'est un truc qui me plaisait et qui me plaît. Et que je trouve ça beau de partager des savoirs quand on a eu la chance d'y avoir accès. Je trouve que c'est un truc qui est magnifique, vraiment magnifique. Ça m'amuse. Au début de l'interview, vous nous disiez que la première proposition du spectacle avait été faite un peu dans l'urgence. Et vous avez travaillé sur France 5 en tant que chroniqueur hebdomadaire dans C'est à vous. Je fais un lien entre les deux parce que je trouve que quand on est chroniqueur à la télé, il faut écrire aussi dans l'urgence un peu. Et là, vous prenez le temps pour l'écriture du tome 2 des spectacles. Ouais. Quel rapport entretenez-vous avec l'écriture et comment le temps ou l'urgence viennent influencer celle-ci ? Elles sont bien, ces questions. J'ai un rapport très compulsif au monde et à tout. Donc, j'écris beaucoup de façon très prolixe. Je coupe, mais d'abord, je produis vachement de matière. Et j'ai un côté très rigoureux, ça, je pense que c'est la prépa qui m'a aidé à ce truc-là, où il me faut des grosses plages d'écriture, de l'isolation, de l'isolement et de l'isolation aussi, pour pouvoir vraiment produire, me nourrir. Je sais que j'ai vraiment toujours besoin de lire, de voir, de confronter, de voir tout ce qui existe. Et donc l'écriture, elle est toujours un peu dans ce rapport d'urgence, parce que j'ai un rapport très brûlant aux choses, où je me dis, mais... J'avais lu une interview de McCain qui était passionnante, où j'avais vu qu'il avait eu plein d'AVC et que du coup, après ce truc-là, il s'était dit et moi, j'ai vraiment ce truc-là en me disant j'ai eu pas mal d'amis qui sont décédés quand j'étais en sortir de conservatoire, et un petit cousin qui te met dans une urgence de vie où tu dis tout peut s'arrêter demain, donc on y va, on jouit à 10 000% H24, quoi. Donc, il y a un peu ce truc-là. Et du coup, pour le tome 2, j'ai à la fois du temps et pas du temps, parce qu'en fait, là, c'est signé pour mai-juin de l'année prochaine. J'ai le gros du canevas, j'ai déjà beaucoup trop de scènes, beaucoup trop de trucs, mais après, le temps de l'intégrer, de le monter, c'est pas si large que ça. Parce qu'en réalité, avec tous les reports, la première version, elle a été speed, mais avec tous les reports, j'ai quasiment eu 3 ans et demi de réécriture, qui était très luxe. Là, ça va être plus speed, donc ça me fait un petit peu peur. Mais ouais, je dirais que ce rapport d'urgence, il est un peu à l'image de ma gestion du quotidien, de ma boulimie un peu tout terrain. Et alors, la deuxième partie de la question qui était c'était comment le temps ou l'urgence viennent influencer l'écriture, mais... Oui, bah voilà, bon, je pense que j'ai un peu répondu, mais c'est vrai que ça vient la stimuler en permanence, quoi. C'est ce truc une sorte de petit éperon, quoi. J'ai l'impression qu'on me disait, vas-y. Et je suis très en colère sur le fait qu'on ait besoin de dormir. J'adorais ne pas avoir à dormir et faire des nuits de 4-5 heures maximum, mais il me faut 7 heures, sinon 6. Et après, je suis un peu merdique, quoi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt.